Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sous la Paillote. Sous la Paillote, c'est magazine sur le plateau de C24+. Sous la Paillote, une émission de ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Si tu aimes la République démocratique du Congo, tu dois aimer l'émission Sous la Paillote. Alors, si toi là, tu es contre la République démocratique du Congo, tu dois te gêner quand l'émission Sous la Paillote passe sur les antennes de C24+. Aujourd'hui, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons décrypter les discours des candidats chefs de l'État. Vous savez, ça a déjà commencé depuis le 19 décembre de cette année, la campagne électorale. Certains candidats chefs de l'État ont présenté leur projet de société. Nous prenons le docteur Mukwege, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Delis Sesanga et Adolphe Mozito pour parler que de cela. Ils ont déjà présenté leurs projets de société. On va chercher à décrypter certains discours qu'ils ont tenus devant leurs combattants, devant leurs combattantes et pourquoi pas devant la population congolaise. Je ne serai pas seul sur ces plateaux de C24+. À côté de moi se trouve Dieudonné Dikita Makubakuba Di Nyuni. Il est un analyste politique indépendant congolais. Il est aussi président national de l'association sans but lucratif Bena Kananga. Mais alors, ici, il va plus être dans la peau d'un analyste politique indépendant pour décrypter tous les discours tenus par certains candidats à la présidentielle de 2023. Je le salue. Je pense que je vous ai bien présenté Dieudonné Dikita. Oui, Michel Tchioyo, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ces merveilleux plateaux de ce 24. C'est la première fois que je viens ici. En tout cas, félicitations aux promoteurs. Merci beaucoup. Là, je pense qu'en tant qu'analyste politique indépendant, vous avez suivi la présentation des discours de certains candidats présidents de la République. J'ai suivi certains et d'autres pas. Mais nous allons analyser tout ce qui sera sur la table. Nous commençons avec Dr Mukwege. C'est un médecin. Il est candidat président de la République. Il dit que la RDC, c'est un pays qu'il faut réparer. Comment analysez-vous cela? Bon, vous savez, Dr Mukwege est un médecin, oui, n'est-ce pas? Il a travaillé depuis très longtemps dans ce que nous les connaissons capables, c'est-à-dire recoudre les femmes, les appareils qui ont été abîmés. La réparation des fistules chez les femmes. D'accord. Qui ont été abîmés pendant toute cette longue tragédie que nous avons connue à l'Est, et nous les félicitons pour cela, n'est-ce pas? Mais ici, lorsque un médecin de sa trempe entre en politique, d'emblée, nous voyons qu'il n'a pas de termes politiques. Il a les termes médicaux, les termes qui ont fait de lui les lauréats du prix Nobel de la paix, c'est-à-dire les réparateurs des femmes abîmées. Et d'emblée, un homme comme ça, quand il entre sur la scène politique, il a un peu du mal à se retrouver. Donc, vous comprendrez pourquoi il n'a pas les termes politiques, il a les termes pour lesquels nous l'avons connu, donc la réparation de femmes. Mais que cela soit dit, quand il parle de réparer, en quelque sorte, il veut parler aussi de reconstruire. Mais c'est le même discours que le président Félix. Quand le président Félix parle de construire, de reconstruire, il veut aussi parler par là de réparer. Donc, le docteur n'a pas amené un nouveau projet extraordinaire qui puisse faire de lui le prochain président de la République. Parce que vous avez parlé au même moment que vous parlez du docteur Mukwege, vous avez parlé de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui, quand même, pendant son premier mandat, il les reconnaît.
Félix reconnaît quand même des erreurs pendant ce premier mandat, mais il demande aux Congolais de lui donner un deuxième mandat pour préserver les acquis. Comment trouvez-vous ça? Oui, c'est tout à fait normal pour un président sortant de demander à la population de préserver les acquis ou consolider, parce que le deuxième mandat qu'il demande, c'est pour consolider les acquis du premier mandat. Donc ici, nous avons affaire à un homme qui a un bilan et qui demande à ce qu'on puisse lui accorder encore une autre chance pour consolider le bilan. Ça veut dire que quand on demande à consolider un bilan, c'est-à-dire qu'on a autre chose à apporter au premier bilan. On préserve le premier bilan, mais le deuxième, c'est pour qu'on puisse apporter du nouveau. Donc le président Félix est dans son rôle d'un président sortant, il est le seul qui a un bilan à présenter. Les autres ont des expressions à annoncer à la population. Ce ne sont que des expressions. Donc tous ces projets politiques, ils ne les ont jamais mis en pratique. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont s'en prendre. Mais il n'y a que le seul Félix qui sait en ce moment comment s'en prendre. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de mettre les vins nouveaux dans des anciennes vases? Parce que quand Félix Tshisekedi parle de conserver les acquis déjà, mais est-ce que ce sera facile parce qu'il va apporter du nouveau pour le deuxième mandat? Est-ce qu'en apportant du nouveau pour le deuxième mandat, mais tout en reconnaissant les erreurs, ça lui sera facile de le faire avec son ancienne équipe? Bon, disons, quand il reconnaît les erreurs, c'est de bonne guerre, parce que un président qui ne reconnaît pas ses erreurs, c'est un Jésus-Christ. C'est un Dieu du ciel. Donc, humainement parlant, nous ne voyons pas Dieu venir servir un État sur cette terre. Donc, Félix Tshisekedi se met dans la peau d'un humain qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais ici, il nous dit qu'il reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Donc, il sollicite un deuxième mandat pour qu'il puisse, au-delà de ces erreurs, consolider déjà les acquis, c'est-à-dire les bonnes choses déjà faites, déjà réalisées. Nous connaissons plusieurs réalisations sous Félix dans 5 ans que nous n'avons pas connues sous Kabila dans 18 ans. Toute proportion gardée, 5 ans ne fait pas 32 ans, ne font pas 32 ans, ne font pas 18 ans. Donc, en revenant à ta question, on va se tutoyer, nous sommes des amis. En revenant à ta question, prendre les vins nouveaux, mettre dans des vieilles outres, les vins nouveaux fermentent et les vieilles outres s'éclatent. Donc, il est impératif que le président puisse mettre du vin nouveau dans des outres neuves pour que cela, en fermentant, ne puisse pas éclater. Donc, si le président de la République qui reconnaît ses erreurs, Dieu merci, il doit reconnaître aussi la préparation. Comment est-ce qu'il va faire cette préparation qui fera en sorte que le vin nouveau puisse être savouré par la population. Sinon, les autres vont s'éclater et ça sera encore pire. Dieudonné Makubokuba, vous avez parlé que le docteur Mukwege n'a pas utilisé des termes politiques. Il a utilisé plutôt les termes médicaux. Mais ça aussi, c'est un problème. Un problème de manière que les problèmes des Congolais, c'est au niveau mental. Alors, si Mukwege parle de la réparation, il parle aussi de la réparation. Au niveau mental, ce n'est pas seulement au niveau de la réparation des fistules qu'il a fait plusieurs années à l'est de la République démocratique du Congo. Tu sais, on peut aussi parler de la guérison, n'est-ce pas? On peut aussi parler de la guérison mentale, mais vous verrez que lorsque nous commençons à utiliser ces langages-là dans le fonctionnement étatique d'une population,
ça sera très difficile pour que nous puissions comprendre ou atteindre notre objectif. Et il y a les pasteurs qui parlent de guérison mentale. Ça ne veut pas dire qu'un homme guéri mentalement l'était peut-être était malade physiquement. Voyez-vous? Donc quand les docteurs parlent des réparations du Congolais, oui, nous comprenons que réparer, c'est remettre à l'État quelque chose qui avait été abîmé. Effectivement, la mentalité du Congolais est à guérir, est à réparer, mais cela ne nous amène pas à un nouveau concept. Parce qu'ici, c'est comme si nous pensons que le docteur amène un nouveau concept. Ce n'est pas un nouveau concept. Les autres candidats en parlent. J'ai cité ici Félix-Antoine Tshisekedi. Donc pour moi, le docteur n'amène pas un nouveau concept dans l'arène politique congolaise. Restons à l'Est. Délice Sanga, qui d'autres fois a été identifié dans les groupes de Kunda Batouare, avec tout ce qui s'est passé à l'Est. Il est aujourd'hui candidat, il le dit, il s'engage. Il le dit dans son plan d'action, il va s'engager à terminer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous son plan d'action, les résumés de son plan d'action? Bon, tout d'abord, j'aimerais rectifier ici l'information que je vais vous donner à vos téléspectateurs. Comment? Sanga n'a jamais été avec Kunda Batouare. RCD Goma, RCD Kamer, tous ces gens-là ont concouru dans tout ce qui se passe avec de Kunda Batouare à l'Est. Hein? C'est tout ce monde-là, ils étaient quand même... Ce n'est pas pour ne pas citer les autres, c'est le nom qui est venu comme ça. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse le présenter comme un rebelle. Voyez-vous? C'est un... Il a été identifié à l'époque comme ça. Ça aussi, c'est de l'histoire. Oui, c'est de l'histoire, mais pourquoi vous ramenez ça maintenant alors qu'il est candidat? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de ses collègues de l'époque. C'est pour lier ses propos. Comme tout à l'heure, là, vous venez de parler de Félix Tshisekedi. Nous sommes partis de ce qu'il a fait dans son premier mandat en reconnaissant les erreurs. Quand il a reconnu les erreurs, c'est de l'histoire. Et maintenant, il est dans le présent. Lui aussi, on doit aussi parler de son histoire pour parler de son présent comme candidat président de la République. Oui, mais à l'époque, on appelait Musée Laurent Désiré révolutionnaire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour lui, le pouvoir qui était en place à Kinshasa était un pouvoir dictateur, donc il fallait les chasser. Et si les Sanga sont partis dans cette rébellion, ils ont estimé, avec les Mbemba d'ailleurs, hein, ils ont estimé que le pouvoir qui était à Kinshasa était un pouvoir dictateur, qu'il fallait les chasser. Donc, ils doivent être considérés aussi comme des révolutionnaires. Et maintenant qu'il vient comme candidat président de la République, il dit il s'engage à terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, c'est comme avec quelle baguette magique? C'est comme je l'ai dit. Hein? Donc, il n'y a que Félix Tshisekedi qui a les recettes de faire ou de ne pas faire. Tous ceux qui aspirent à devenir président de la République, mais qui n'ont jamais exercé, n'ont que des expressions, n'est-ce pas? Ces expressions pourront se transformer en réalité une fois ils sont au pouvoir. Mais du moment où ils n'ont pas encore eu les bâtons de commandement en main, on ne peut pas vraiment analyser avec, comment dirais-je, avec détermination et conviction ce qu'ils disent. Bon, quand Sanga dit qu'il va terminer la guerre à l'Est, tout d'abord, il faut qu'il ait les bâtons de commandement. C'est-à-dire qu'il soit président de la République, qu'il ait l'impérium, hein, et que son armée soit modernisée et que son commandement puisse l'obéir. Et en ce moment-là, il pourra terminer la guerre à l'Est et pourquoi pas revendiquer d'autres intérêts à l'Est de la République. Il maîtrise bien cette situation de l'insécurité à l'Est parce qu'il est aussi parmi ceux qui ont créé des groupes armés à l'Est en maîtrisant bien
la genèse un peu de cette situation-là, ça peut lui arriver au jour d'aujourd'hui de dire, une fois que j'ai les bâtons du commandement de ces pays en main, je vais m'engager à terminer cette guerre. Parce qu'il maîtrise bien des rouages. C'est pourquoi vous avez compris possible. Au début, on a commencé par le présenter dans l'histoire. C'est possible qu'il puisse maîtriser, mais moi, en analysant, ça fait très longtemps qu'il a quitté la rébellion. C'est depuis 2008. Non, 2004. 2004 avec le 1 plus 4. C'est en Sun City, c'est en 2004, non? Voilà, c'est depuis 2004 qu'ils ont arrêté la rébellion. Non, lui a quitté. Oui, il était RCD Goma et puis il est devenu MLC en tant que politicien. Donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a plus des repères à l'Est ou des contacts comme tel. Sesanga n'a plus de contacts. Donc nous ne pouvons pas dire que si Sesanga aujourd'hui est président, qu'il va terminer automatiquement la guerre à l'Est. Sincèrement, je ne crois pas qu'il ait encore des repères dans et comment qualifiez-vous un peu son plan d'action par rapport à ces domaines-là? Non, son plan d'action, c'est le plan d'un candidat. Je crois que nous devons apprendre à juger les candidats avec des pincettes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai redit, ils n'ont pas de recettes. Il n'y a que le président sortant et son gouvernement qui détiennent des recettes. Les autres ne font que des projections. Nous pouvons prendre l'exemple d'un certain François Hollande, candidat président en France. On l'a appelé par finir, moi président, je ferai ceci. Moi président, je ferai ceci. Et quand il est devenu président, il n'a rien fait. C'est le seul président en France où on a refusé qu'il puisse se représenter par son camp. Voyez-vous? Donc, ce ne sont que des prévisions des candidats. Donc, Sesanga, s'il est président de la République, eh bien, il y a un chemin à suivre. C'est le chemin que son prédécesseur lui aura laissé. Sesanga, Moïse Katumbi, dit qu'il sera un chef de l'État sans salaire. C'est-à-dire, pour lui, il préfère devenir un chef de l'État, travailler, mais sans toucher à un salaire comme les autres, comme ses prédécesseurs. Est-ce que c'est bien présenté? Il s'est bien présenté à la population qui doit lui donner les mandats? Est-ce qu'il a bien dit qu'il sera un président sans salaire? Bon, une fois de plus, je me répète, c'est une recette de campagne. Moïse, c'est un homme qui aime beaucoup échanger, entrer dans la peau de ses concitoyens, il connaît un peu toutes ces populations devant lesquelles il parle. Et c'est pour cela qu'il essaye de placer des propos qui puissent toucher. Mais en réalité, c'est quoi un salaire d'un président? Est-ce que c'est un salaire qui peut faire quelque chose pour une population sinistrée telle que la nôtre? Non. Un musicien peut faire un don à des sinistrés d'une inondation quelque part. Donc un politicien, un président, lorsqu'il libère son salaire pour les mêmes personnes, ce n'est qu'une donation d'un homme de bon cœur. N'importe qui peut le faire, mais ça ne doit pas être un plan d'action d'une gouvernance politique. Je trouve ça quand même limite. Limite? Oui. Là, s'engage que Didonidi Kitama Kubakuba, dit Nouni, c'est-à-dire ce n'est pas un plan d'action pour un pouvoir politique. Ça délimite normalement de pouvoir servir sans toucher à un salaire. Mais Fayoulou veut apporter un vent nouveau, mais sans parlement.
Bon, là, c'est un autre cas de ces hommes politiques congolais qui vont dans tous les sens et à tout vent. Moi, Fayoulou, c'est quelqu'un sur qui je n'aime pas trop commenter. Pourquoi? Parce que c'est un homme versatile, insaisissable. Quelque part, Fayoulou est le prototype du Congolais à réparer. Si je peux revenir. Ça, c'est trop dur. Oui. Mais là, vous allez vous adhérer à ce que le docteur Mukwege a dit. En fait, je vais parler des pasteurs alors. Un Congolais à guérir. Et là, vous appuyez maintenant les propos du docteur Mukwege qui parle de la réparation de la République démocratique du Congo. Si vraiment il y a des gens qu'il faut réparer par le docteur Fayoulou est parmi. Donc c'est quelqu'un à réparer. Parce que je n'ai jamais saisi ce monsieur-là. Depuis très longtemps, je l'ai suivi. Nous étions dans l'opposition tous, à l'époque du vieux Sphinx Délimité. Nous avons été à Genève, tous ensemble. Avant Genève, nous avons été à Genval, quand nous avons créé RASOP. Nous avons été à Genève, ainsi de suite. Et depuis Genève, disons que jusqu'à Genève, le monsieur réfléchissait comme tout le monde, comme tout Congolais. Hein? C'était tout à fait normal à notre niveau de le comprendre. Mais après Genève, tout a été déréglé dans son mental. Et c'est là qu'il faut que le pasteur et les docteurs interviennent dans la personne de Fayoulou pour les guérir. Comment, admettons qu'il devienne président de la République en 2024. En décembre, il est proclamé. Mais comment va-t-il gouverner sans majorité? Sans même minorité, parce qu'il n'en aura pas. Il y a, SID ne s'est pas engagé dans la bataille, à ce que je sache, n'est-ce pas? Oui, mais tu sais qu'il a dirigé sa majorité. Non, il avait une minorité. Oui. Et une majorité fabriquée. Parce que pour fabriquer une majorité, il faut quand même avoir une minorité. On construit à base de ce qu'on a. Mais lui va construire à base de quoi? Voyez-vous? Donc, il est candidat, c'est tout à fait normal. Il y a des candidats indépendants. Il y a des candidats indépendants. Mais ces candidats-là n'ont pas de parti politique. Voyez-vous? C'est tout à fait normal. Mais souvent, ils ont toujours échoué. Les candidats indépendants ont toujours échoué. Et ici, je ne vois pas comment Fayoulou va gagner ces élections sans avoir engagé son parti politique dans la bataille. Donc c'est invraisemblable qu'un homme politique de sa trempe puisse faire des bévues pareilles. C'est parce que vous avez compris que lui, il faut l'amener chez le Dr Mukwege, l'ancien Premier ministre. Un politicien de taille et aussi celui qui garde le présidium de la Mouka, Adolphe Mozitu. Il parle de la liberté de la République démocratique du Congo et des Congolais de la pauvreté. Il parle de quoi? La liberté de la République démocratique du Congo et la liberté des Congolais de la pauvreté. Ah, il veut libérer, dans son plan d'action. Il veut libérer la République démocratique du Congo dans son ensemble. Ouais. Et il veut aussi libérer les Congolais de la pauvreté. C'est lui qui avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda, non? Donc, ça veut dire que lui, il pense que s'il est président de la République, il va amener son armée à attaquer le Rwanda, soit l'anéantir ou remplacer, donc ramener les Hutus au pouvoir pour se débarrasser de Kagame et de Tutsi. En fait, c'est ça ce qu'il comprend. Hein? Bon, peut-être que je me trompe, mais je pense que quand on veut faire la guerre au Rwanda, c'est ça. Donc c'est ça pour lui libérer la RDC. Nous lui accordons cela.
c'est le souhait de tout Congolais, hein, de rendre la République libre et des frontières imperméables. Mais lorsqu'il parle de libérer les Congolais de la pauvreté, bon, je crois que c'est quand même invraisemblable. Comment ça? Parce que Mouzito était Premier ministre de ces pays. Avec à la tête d'un gouvernement à l'époque, quand Kabila venait de gagner son premier mandat, il lui a fait beaucoup de faveurs. À l'époque, on n'avait pas l'IGF qui contrôlait les finances. Non, l'IGF était là, mais il n'était pas en action. Il n'était pas en action, ça veut dire qu'il n'existait pas en fait. Quand tu as une maison sous laquelle tu ne sais pas t'abriter contre la pluie, ce n'est pas une maison. Hein? Donc l'IGF existait, mais n'existait pas en réalité. Donc il avait toute cette faveur et toutes ces largesses d'un pouvoir de coalition. Mais qu'est-ce qu'il a fait de la République? Vous êtes journaliste d'investigation. Vous nous direz qu'est-ce qu'il a fait des finances de la République à l'époque. Parce aujourd'hui, il prétend avoir pitié des Congolais pauvres. Quand un Congolais parle comme ça, un politicien qui a été en place une fois, ça veut dire que du coup, il se réveille et il a pitié des Congolais. Or, lorsqu'il avait tous les pouvoirs, il avait les moyens d'aider ces Congolais, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'avait pas pitié des Congolais. Non. Ici, Mouzito veut faire croire que Félix n'a pas pitié des Congolais et que Félix n'a pas pitié des pauvres Congolais. Non. Donc je crois que toutes ces expressions ne sont bonnes que pour la campagne électorale. Et en 2024, ils ne tiendront plus ça. Vous voulez dire que des candidats que nous avons cités ici ont taillé leur plan d'action que sur Félix Tshisekedi? Mais évidemment, c'est comme deux boxeurs qui montent sur un ring pour défendre pour un titre. Il y a un challenger et il y a le conquérant. C'est lui qui détient la ceinture. C'est lui qui vient, c'est pour arracher la ceinture. Dans le monde, c'est lui qui les détient. N'est-ce pas? Donc, tous ces gens veulent prendre la ceinture du champion du monde poids lourd. N'est-ce pas? Vous êtes resté longtemps dans votre poste d'un analyste politique indépendant. Là, nous voulons vous prendre dans quelques minutes dans la peau du président national de l'association Benakananga. En tant que dans cette association, vous prenez quoi? Oui, en tout cas, merci beaucoup. C'est dans ces domaines que je me sens plus à l'aise parce que quelque part, j'ai une vocation, une très grande vocation à défendre les intérêts du Kasaï en général et en particulier du Kasaï central. Ma province d'origine. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé avec le mouvement Kasaï d'abord. Hein? Bon, avant même Kasaï d'abord, j'ai créé en Europe la radio Djidja Kasaï qui parlait des traditions des peuples du Kasaï et de l'amour du Kasaï dans la diaspora, n'est-ce pas? Et c'est après que j'ai créé Kasaï d'abord. J'ai lancé appel à tous les Kassaïens du monde entier, partout qu'ils se trouvent, de penser au Kasaï. S'ils devraient faire quelque chose, dans ce qu'ils faisaient, il fallait qu'il y ait les Kasaï là-dedans, dont les politiciens de gauche et de droite, du centre, de haut en bas, donc les musiciens, les artistes kassaïens, les sportifs kassaïens, les hommes d'affaires, tous devraient se concentrer sur les Kasaï, c'est ça.
Kasaï d'abord. Et à une certaine période, j'étais fâché contre le pouvoir de Kabila qui avait abandonné complètement les Kasaï. Je pensais même que les Kasaï pouvaient quitter le Congo. J'avais des idées noires, très noires, sombres à l'époque, de voir que, par exemple, la ville de Kananga, qui était appelée à devenir la capitale, et le hub commercial de ce pays, les points focaux du développement de l'Afrique, puissent être abandonnés et jetés vraiment dans les oubliettes de l'histoire des pays développés. J'avais eu des idées noires. J'avais pensé qu'il fallait une autodétermination pour les Kasaï. Et ensuite, je me suis ressaisi. J'ai dit non, nous sommes Congolais, nous irons jusqu'au bout ensemble. C'est comme ça qu'avec le temps, je me suis dit, en parlant du Grand Kasaï, c'est énorme. Il faut que je commence quelque part. Et crescendo, je peux aller plus loin. Donc, commencer quelque part, c'est commencer chez moi. Donc, à Kananga, c'est comme ça que j'ai créé l'association Bena Kananga, qui n'est pas une appellation ségrégationniste ou séparatiste, mais qui, en fait, une appellation qui est une identité de tous les ressortissants du Kasaï central. Parce que le Kasaï central a 5 territoires, plus la ville de Kananga qui est l'habit même de tous les Kasaïens, qui est, c'est comme Paris pour nous. Hein? Donc, tout Français, qu'il ait vu Paris ou pas, c'est que Paris, c'est sa capitale. Donc, nous, que nous ayons vu Kananga ou pas, Kananga, c'est notre capitale, c'est notre identité, c'est autour de Kananga que tous nos projets de développement doivent partir. Maintenant, Bena Kananga, par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon pour 2023, votre vision se présente comment? Oui, notre vision n'est pas une vision tribale ou séparatiste en ce qui concerne ces élections. Notre vision se base sur le leadership local qui puisse être un leadership compétitif et redevable à la population kassaïenne. Et c'est pour cela que nous appelons les gens à voter le président Félix Tshisekedi. Là, vous n'entrez pas dans le sujet de notre émission. On ne fait pas campagne. D'accord, ça va. Okay. Merci. Je retire ces propos-là pour rester vraiment dans le thème de l'émission. Donc, je disais, nous travaillons sur la construction des nouveaux leaderships centre-kassaïens, sur l'unité fraternelle, parce que si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour combattre pour un but. C'est pour cela Bena Kananga a voulu porter ce nom-là pour ne pas séparer les territoires. Voyez-vous, Bena Kananga englobe tous les territoires du Mbelenge, du Baya, Ndembaka, Zumba, Luiza et la ville de Kananga. Personne ne viendra nous dire non, votre association nous exclut, nous. Non, non, tout le monde est de Kananga. Que tu sois de Kanyuka, Kazumba, Luiza, Djibaya, n'importe où, tu te sens toi-même que tu es originaire de cette grande ville de Kananga. Voilà, Dieudonné Dikitama Kubokuba. On va à la prochaine émission vous prendre là pour parler maintenant de votre rapport, de votre association Bena Kananga dans ce qui regarde les élections qui se pointent à l'horizon en décembre. Ça, c'est très important. Ça sera... Et là, vous allez revenir là dans cette pôle-là. Mais pour aujourd'hui... Et je ne viendrai pas seul.
Sans problème. Alors, notre plateau de C24 sera bien préparé pour vous recevoir et vous recevoir avec tous vos membres. Mais nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Sous la Paillote. Vous avez décrypté le discours de certains candidats. Vous avez dit un mot par rapport à votre association Bena Kananga. Qu'est-ce que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit? Vous pouvez le dire dans une minute. Bon, en tout cas, nous pensons que les élections vont se réaliser dans un climat de paix. Nous condamnons ce qui s'est passé à Malembankoulou, où nous avons vu les images de Congolais ces Congolais être livrés en spectacle. La vie humaine a un prix très élevé. La vie ne vaut même pas un avion F-16 américain, c'est plus que ça. Donc les Congolais doivent construire le vivre ensemble. Nos mentalités doivent évoluer vers le vivre ensemble. Et en ce moment-là, nous pourrons rebâtir ce Congo. Sans cela, ça va être compliqué. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met un terme à ce numéro d'aujourd'hui de l'émission Sous la Paillote sur C24+. Je vous signale qu'on recevait sur ce plateau de C24+, M. Dieudonné Dikitama Kubakuba Dinouni, comme un analyste politique indépendant et aussi président national de l'association Bena Kananga. Avec lui, nous avons décrypté les discours de certains candidats. Il a dit aussi un mot par rapport à la vision de son association Bena Kananga par rapport aux élections, et on prend rendez-vous avec vous pour les prochains numéros et bonne continuité de notre programmation sur C24+.